Je m'appelle Jean-Pierre Rose. Je viens d'une part du monde des musées, de l'université et des techniques. Bienvenue dans le cabinet de curiosité, cabinet des merveilles du printemps des comédiens. Nous sommes au XVIIe siècle, théoriquement, dans le cabinet de Maître Catelan, un apothicaire qui est un apothicaire Montpellier, des dynasties d'apothicaires, collectionneurs. Et nous avons eu à cœur, pour l'année Molière, de mettre en place un cabinet qui aurait pu exister, ou qui existait en tout cas, au moment même où Molière se trouvait en Languedoc. Le principe de réalisation est relativement simple. Je vais vous montrer un document. Elle correspond à une vue prise, mais de manière assez précise, dans un cabinet de collectionneurs au XVIIe siècle en Italie. Et grâce à cette gravure d'une précision remarquable, nous avons pu, à l'échelle, reproduire tout cela. Nous avons été sérieux. Le sommes-nous moins ici aujourd'hui? Nous gardons le même sérieux, mais par rapport à un propos différent. On garde le principe même du cabinet de curiosité. Les Allemands appellent cela Kunst- und Wunderkammern, des cabinets d'art et de merveille. Ça veut dire que dans un premier temps, s'y trouvent mêlés des œuvres d'art avec une tentation, une préférence pour des curiosités techniques. Quant aux merveilles, eh bien, elles sont les merveilles qui sont liées aux connaissances du temps. On obéit à une vision qui est celle d'un début de classement du monde. Et nous avons comme cela toute une série d'éléments qui tantôt apparaissent, émergent et deviennent des emblèmes de la collection et de la rareté et de la curiosité, et qui ensuite, par la multiplication, par le fait de voyage, par le fait de facilitation dans les communications commerciales, deviennent à ce moment-là des objets plus courants et finissent progressivement par perdre de leur intérêt, sinon pour les enfants. N'oubliez pas ce regard d'enfant porté sur des collections comme celle-ci, les émerveillements que vous avez pu avoir, vous avez pu éprouver dans des musées d'histoire naturelle, dans des lieux comme celui-ci, permettent de retrouver cette atmosphère-là, cette part de magie, cette part de mystère, cette part de découverte sérieuse, et les questions sans réponse qui peuvent subsister et qui sont bien entendu autant de tremplins vers le monde des merveilleux. On va avoir, bien entendu, en premier, parce que nous sommes chez Maître Catelan, les activités de l'apothicaire chimiste, et qui va avoir son alambic, qui va avoir ses mortiers, qui va avoir ses cornues, ses réchauds, et toute sa verrerie, et qui va lui permettre d'élaborer ce qui avait fait la fortune de Maître Catelan lui-même, ce sirop d'Alkermès, qui était un sirop dont la coloration était due à un insecte qui était une cochenille et qui a fait, par sa commercialisation, la fortune de la famille Catelan. À côté de cela, vous allez trouver l'histoire naturelle. L'histoire naturelle est présente sous la forme d'animaux, de minéraux, tous ces règnes-là conservés avec soit les moyens de l'époque, soit des moyens un peu plus tardifs, mais nous passerons sur l'anachronisme. Il y a du formol ici, alors qu'on a également des dessiccations, c'est-à-dire qu'on a pu, par l'alun, par le sel, et en déshydratant, en vidant les viscères des poissons et en les naturalisant, on arrive parfaitement à les conserver. Donc vous avez tout cela, vous avez des éléments séchés, vous avez des insectes naturalisés en quantité, une très belle collection de scarabées, ici également un rostre de poisson-scie, une vertèbre de baleine, une construction qui est tout simplement un montage en 3D de ce que pourrait être une nature morte, une vanité même, puisqu'il y a un crâne des instruments de musique, un livre ouvert, que l'on retrouve fréquemment dans la peinture européenne du XVIIe siècle. Nous l'avons ici comme une petite allusion placée. Vous noterez également aussi quelques curiosités quand même d'une rareté insigne. Je lis sur l'étiquette de ceci, inventaire 243B, véritable cure-dent de Gargantua, avec un certificat d'expertise et un tampon tout à fait officiel. Vous voyez que nous ne refusons pas d'admettre dans notre collection des raretés remarquables. L'ethnologie
qui ne s'appelait pas encore l'ethnologie, mais qui était plutôt liée à l'exotisme, à l'époque même dont nous parlons, est ici présente. L'Afrique, l'Océanie, l'Amérique centrale, avec des formes sculptées, des armes, des flèches, des fétiches, toutes sortes, des poteries également. Ça, c'est bien représenté dans la collection. C'est censé évoquer l'ensemble des milieux exotiques que l'on découvrait et pour lesquels on ramenait progressivement vers l'Europe toutes sortes d'objets qui faisaient partie de la vie courante, domestique, guerrière, des populations traversées. Le bouclier apparemment océanien qui est là est, si vous le regardez bien, fait à partir de fragments de boîtes de conserve et de verre trouvés sur les plages, de même que le bois flotté qui le constitue. Je l'ai fabriqué avec quelques soucis de modélisation par rapport à des originaux, avec des éléments patinés, inévitable dans un cabinet de curiosité, la part consacrée à l'antique. Pour les antiques, nous avons des choses qui sont là tout à fait évocatrices, de l'Égypte à la Grèce, en passant par les Étrusques, et tout cela, bien entendu, sous la forme de pièces dont la sécurité peut être assurée facilement, c'est-à-dire des copies. Le Louvre a été mis à contribution avec ses très beaux moulages, voilà, de la verrerie qui est une copie de verrerie romaine, et quelques vases. Le col d'amphore ici, lui, est authentique. Il a été trouvé au large dans la Méditerranée. Voilà. La mandragore, une rareté, avec des pouvoirs supposés extraordinaires. Le petit morceau de stèle égyptienne, et ceci, bien entendu, ce fragment de sarcophage. Je vais peut-être vous révéler la vraie nature. Eh bien, c'est tout simplement un objet qui a été fabriqué aux Philippines à base de résine synthétique et de fibres de verre moulées, mais base sur laquelle on a appliqué une dorure véritable et une patine, mon Dieu, tout à fait agréable. Et puis là, la physique, les sciences, avec la géométrie, avec la mesure du temps, les instruments d'optique, des anamorphoses, ces fameuses anamorphoses à cylindre, ces fameuses transformations d'une image déformée à l'image lisible par l'intermédiaire d'un miroir, vous voyez, ici. Ces jeux d'optique étaient, depuis le XVIe siècle, vraiment très très appréciés. Et puis, il y a des raretés, alors, dont on ne peut que souligner l'importance extrême et le caractère unique. Regardez, ici, je lis le cartel, « Rarissime poil de la barbe fleurie de Charlemagne ». Les fleurs y sont encore, donc, preuve même de l'authenticité, n'est-ce pas? Le double d'une des clés du paradis, appartenant à Saint-Pierre. Une partie du plaisir du collectionneur curieux, c'est effectivement d'avoir l'objet que l'autre n'a pas. Et surtout, éventuellement, de compléter des ensembles. Cette volonté de l'exhaustivité, elle est redoutable. La Bruyère en a très bien parlé. Il nous parle d'un amateur de gravure qui possède toute la production de Jacques Callot, mais à qui il manque une seule épreuve. Oh, ce n'est pas la meilleure, mais il ne l'a pas. Et donc sa douleur est extrême et elle ne sera apaisée que lorsqu'il aura pu retrouver l'épreuve manquante. C'est cela le collectionneur très souvent. Hein, c'est ce personnage un peu attaché à sa perte par l'excessif amour qu'il accorde aux choses. Ici, un instrument de mesure qui est une variété d'astrolabe dont je ne vous parlerai pas en matière d'authenticité. Je l'ai vu naître, donc. Vous avez là une authentique momie de scarabée, entourée de bandelettes. Entourée de bandelettes. Très soigneusement réalisée. Donc c'est un faux, bien entendu. Et la stèle qui est ici, qui porte une inscription, nous avons utilisé l'alphabet antique pour écrire cette formule connue de tous, merde pour celui qui le lira,
Mais ça n'apparaît pas de manière claire, donc c'est peu choquant pour le public. C'est un sujet de réjouissance constant. C'est un catalyseur de rire. Voilà. Je vois ça et très souvent, les commentaires qui sont faits des objets, lorsque je les écoute, me ravissent complètement. C'est cela. Je parlais de l'enfance tout à l'heure, oui. Voilà une chose qui est extrêmement importante. J'évoquais l'autre jour, avec des personnes qui visitaient le cabinet, le clown Slava, ce clown de l'Est, qui est un remarquable concepteur de spectacle, et qui avouait, et c'était son aveu fondamental, moi, enfant, toujours. Et cet aveu me ravit. C'est la formule que je voudrais épouser comme devise, si vous voulez. J'ai été, pendant une partie de ma carrière, expert judiciaire en matière d'œuvres d'art, et donc cette partition-là, qui fait partie de mon réflexe premier, existe toujours, hein, le vrai et le faux, voilà. Mais c'est cette part de jeu qui me permet de supporter le reste. Je ne supporterai pas d'être un personnage fondamentalement sérieux. Il faut respirer, il faut respirer. Alors on se promène comme cela, et l'on rêve, on s'interroge, on peut avoir des clés, et pour d'autres éléments, le mystère demeure.